Donc, bonjour tout le monde, merci Thomas pour l'invitation. Je vais vous parler aujourd'hui de situations que vous pouvez croiser en médecine, en service de médecine, situations plus ou moins urgentes. On va essayer de raisonner dans chaque situation en fonction des différents organes, des patients qu'on va trouver, avec quelques pistes pour raisonner, essayer de les prendre un peu mieux en charge. La première situation que vous allez voir de temps en temps, c'est l'urgence vitale immédiate. En service, il n'y a pas beaucoup de mystère, c'est surtout l'arrêt cardio-respiratoire. L'arrêt cardio-respiratoire, dans les recommandations en 2025, il n'y a aucune nouveauté. Là, vous voyez l'algorithme de prise en charge. Vous le savez déjà, comme d'habitude, l'essentiel, c'est le massage, les 30 compressions, la ventilation bas-vue, les deux insufflations. Vous mettez bien sur la planche de massage, vous amenez le défibrillateur et vous appelez les équipes d'urgence vitale immédiate. Quelques petites choses qui peuvent vous aider un peu en plus et qui sont un peu moins évidentes. Une première chose qui peut vous aider, c'est l'utilisation d'une sonde de Guedel. Il y en a un cas à l'heure actuelle dans les services d'urgence des sondes de Guedel, dans l'étage ventilation. Normalement, c'est le cas. En tout cas, c'est le cas à la Croix-Rousse, mais Il faut changer tous les chariots d'urgence. il y a des lots de chariots d'urgence. En tout cas, habituellement, dans le secteur ventilation, il y a les sondes de Guedel. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est quand on n'est pas des experts de la ventilation au bas-vue, ça permet très facilement, avec une sonde qui se met dans la bouche, de réouvrir les voies aériennes supérieures, d'éviter la ptose de langue et d'avoir une ventilation beaucoup plus efficace. Donc, si vous en êtes dans le champ d'urgence, ça se met en 2 secondes et ça peut vraiment être un game changer pour la ventilation. Donc, c'est une idée intéressante. Dans les autres idées que vous pouvez avoir, il y a l'adrénaline et il y a l'intubation, des choses qui peuvent être proposées parfois en aigu. La première question, c'est est-ce que l'adrénaline a du sens ou pas? En tout cas, l'adrénaline, historiquement, on en mettait dans l'arrêt cardiaque et à l'heure actuelle, c'est toujours dans les recommandations. Dans les rythmes non choquables, l'adrénaline, c'est tout de suite. Dans les rythmes choquables, c'est entre le deuxième et le troisième choc ou après le troisième choc. Il y a cet essai qui est sorti dans le New England en 2018 qui a un petit peu rebattu les cartes. C'est un essai qui était fait chez les patients en extra-hospitalier où on essayait adrénaline versus placebo chez les patients en arrêt cardiaque, tous causes confondues. En réalité, l'adrénaline, ça faisait mieux repartir les patients, ça faisait mieux survivre les patients. Il y a un rationnel physiopathe pour ça. Et par contre, le pronostic neurologique n'était pas meilleur. Donc la conclusion un peu balancée de cet essai, c'était on a fait survivre des patients, et on a fait survivre un petit peu des légumes, en tout cas les patients qui ont les pronostics neurologiques les plus péjoratifs. Donc finalement, l'intérêt de l'adrénaline, oui, ça reste dans les guidelines et en aigu, c'est probablement intéressant. Par contre, si dans votre service, c'est la catastrophe nucléaire, il manque une infirmière, on n'a pas d'abord veineux périphérique, on est dans la galère, eh ben, il vaut mieux bien masser, bien ventiler, et la réanimation arrivera avec l'adrénaline, plutôt que se prendre la tête et essayer à tout prix de mettre de l'adrénaline. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, les abords veineux parfois sont très difficiles dans les arrêts cardiaques. On arrache les BP, on fait un peu, c'est le bordel. Et finalement, quand l'équipe intra-hospitalière va arriver, le cathé intra-osseux, il est posé en 30 secondes. Donc voilà, l'adré et l'abord intraveineux, c'est pas un game changer. Vous vous massez, vous ventilez, et c'est surtout ça, en fait, qui grève le pronostic des malades. La deuxième question, c'est la question de l'intubation. Il y a certaines personnes qui savent intuber en service. La question, c'est est-ce qu'on intube ou pas? Parce qu'il y a des arrêts hypoxiques. La réponse est plutôt non. Il y a 2 essais qui sont sortis dans le JAMA en 2018. Pareil, des arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Il y en avait un avec masque laryngé versus intubation. L'autre, c'était ventilation bas-vue, donc comme vous en service, versus intubation. Le pronostic neurologique, il n'était pas meilleur chez les patients qui étaient pris en charge avec le bas-vue ou avec le masque laryngé. Donc l'information, c'est qu'une bonne ventilation avec un bas-vue, ça fait bien le taf. Et vous êtes souvent non expert de l'intubation retrachéale, donc il ne faut pas se lancer dedans. Il risque d'y avoir des intubations œsophagiennes, ça va ralentir le massage, vous allez galérer, tout le monde va se focaliser sur l'intubation, c'est compliqué. Bref, un bon massage, une ventilation bas-vue, c'est moins de perte de chance que de se lancer dans des choses un peu esthétiques, quoi. Donc finalement, le message, c'est faites basique, la planche à masser, le défibrillateur, le massage, le bas-vue, et l'équipe arrivera à vous aider et vous êtes tout gagné. Ne pas se lancer dans des choses trop complexes et faire simple. Donc ça, c'est la situation d'urgence vitale immédiate qui n'arrive pas souvent, mais le message, c'est vraiment de faire simple. Maintenant, dans les situations un peu moins graves, vous, en tant que médecin, vous êtes appelé dans la chambre pour identifier une gravité, et donc vous allez vous baser en fait sur les constantes du malade. Pour les plus jeunes, vous ramenez le Dynamap.
vous prenez les constantes et vous avez directement les informations sur trois grosses déférences d'organes, la déférence hémodynamique, respiratoire et neurologique. Et je vais rentrer un peu plus en détail juste après. La déférence hémodynamique, globalement, pour faire simple, ça va être la tension. Donc, vous allez avoir une PAM à moins de 65, vous allez avoir une systolique à moins de 100, et vous avez votre définition qu'il se passe quelque chose au niveau hémodynamique. Votre brassard, est-ce que vous pouvez lui faire confiance pour définir cette défaillance? Eh bien, déjà, il faut répéter des mesures. Il faut que le brassard soit adapté. Il ne faut pas mettre un brassard obèse chez quelqu'un qui pèse 40 kilos. Éviter les mesures au membre inférieur. Ça arrive des fois, il y a des pitlines, il y a du matos. On a envie de mesurer au niveau du mollet. C'est des informations qui sont très mauvaises. Il faut au moins une ou deux informations sur un brassard au niveau du bras. Et le patient doit être allongé à place. Le patient est sur le côté. La mesure, elle est surestimée ou sous-estimée. Maintenant, il y a un essai qui est intéressant, qui est sorti l'an dernier, un essai français dans le New England, qui comparait la prise en charge de patients très défaillants au niveau hémodynamique en réanimation, brassard versus cathéter artériel. C'était des patients qui avaient jusqu'à 2 microgrammes par minute de noradrénaline, donc des défaillances qui étaient monstrueuses. Et finalement, c'était ça à prouver que les patients ne mouraient pas plus avec un brassard qu'avec un cathéter artériel. Le but n'est pas de dire qu'il faut mettre que des cathéters, le but est de dire en service avec un brassard bien mis, vous avez une mesure fiable. Et quelle est surtout la mesure qui est fiable avec le brassard? En fait, le brassard, ça marche par technique d'oscillométrie. Ça va mesurer par oscillométrie quand il se dégonfle, à quel moment est-ce qu'il y a la pulsation maximum de l'artère à son contact. Et à l'endroit où il y a l'oscillation la plus importante, il va directement mesurer la PAM. Donc en gros, le brassard, il mesure la PAM et il estime par algorithmique la pression systolique et diastolique. Le message, c'est que la PAM du brassard, vous pouvez lui faire confiance. Donc s'il avait 65, il y a 65, globalement. La systolique et la diastolique, elles sont plus complexes à interpréter, mais vous, en tout cas, vous avez déjà une PAM fiable sur laquelle vous pouvez vous baser. Et puis le cathare, lui, il mesure tout, mais c'est une technique plus avancée. Donc le message, c'est le brassard en service, il est utile, il est fiable, et surtout pour la PAM. Quels sont les autres éléments qui peuvent vous aider pour raisonner? Bah, vous avez la clinique. Donc la clinique, elle est simple. C'est les marbrures, le temps de recoloration cutanée plus de 3 secondes et les marbrures. Est-ce que cette technique clinique, elle est fiable? Eh bien, elle est probablement fiable et les lactates aussi sont fiables pour vous aider en paraclinique. Il y a un essai contrôlé randomisé qui est sorti dans le JAMA en 2019 qui comparait la réanimation, pareil, de malades défaillants au niveau hémodynamique, basé sur du lactate ou basé sur l'interprétation des troubles microcirculatoires. En réalité, les patients qui ont été réanimés sur la clinique et les troubles microcirculatoires ne sont pas plus morts, enfin, il n'y a pas eu de différence significative sur la mortalité que les patients qu'on réanimé sur le lactate. Le message est que quand vous avez des marbrures, des troubles microcirculatoires marqués, les patients sont probablement graves et à mettre en réanimation. Et quand vous arrivez à démarbrer votre malade, à améliorer sa perfusion tissulaire, c'est un marqueur hyper fort, très sensible, très spécifique pour vous montrer que vous êtes efficace sur votre réanimation. Donc en tout cas, cette clinique qui paraît très simple, elle est très efficace pour détecter la gravité en service et pour vous montrer que vous commencez à être efficace pour votre malade. Le lactate artériel, quelques mots dessus, parce que vous voyez quand même des hyperlactacémies en service, donc ça peut être intéressant. Le lactate, tout simplement, c'est un métabolite qui va, avec la lactate déshydrogénase, se transformer en pyruvate, et le pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs. Lorsque vous êtes en métabolisme anaérobie, il n'y a plus de cycle de Krebs possible, donc le pyruvate se retransforme en lactate, le lactate s'accumule dans l'organisme, il est moins bien clairé, et vous détectez l'acidose lactique. Dans quelle situation est-ce qu'on va se lactique? Bien évidemment, les états de choc, l'hypoxémie. On est aussi dans l'ischémie entérique. Le message, c'est que lorsqu'un patient a très mal au ventre, doser des lactates, si vous avez une réponse ischémique, c'est très sensible. Si les lactates montent, c'est très évocateur de souffrance du tube digestif. Insuffisance hépatique, puisque c'est là que se fait la clairance des lactates. Les néoplasies, alors pour moi, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. Certains cancers donnent de l'effet Warburg avec du lactate. C'est vraiment d'élimination parce que le plus probable chez un patient qui a un cancer de la chimio et des lactates, c'est un état de choc. Néanmoins, lorsque vous avez tout éliminé, pourquoi pas admettre que certains cancers, sur leur métabolisme, parfois créent du lactate intrinsèquement. Les acidocétoses, les hyperglycémies et les intoxications éthyliques font aussi des lactates qui sont modérés. Et message très important, l'intoxication à la metformine. Donc chez les patients qui sont sous metformine, qui ont une insuffisance rénale, vous voyez des bicards très bas, probablement trop bas,
par rapport à l'insuffisance rénale, aller faire des lactates. Si les lactates sont élevés, probablement ils ont accumulé la metformine. C'est quand même une urgence et ça nécessite des dialyses en urgence, donc ne passez pas à côté. Et souvent, il va s'y associer d'autres défaillances. Parfois, les patients sous la metformine ont de la toxicité neurologique, de la toxicité même hémodynamique, sont hypotendus, etc. Donc ne passez pas à côté, pensez bien à doser cette metformine. Le dernier message, c'est les bêta-2. L'adré, vous l'utilisez beaucoup moins, donc c'est moins un sujet. Mais par contre, le salbutamol, vous l'utilisez. Le salbutamol augmente facilement les lactates. Quand on bombarde les asthmatiques de salbutamol, ils peuvent monter jusqu'à 8-10 de lactates, c'est possible. C'est même le reflet de la toxicité du salbutamol. Ça prouve que vous êtes peut-être un peu trop vénère sur le salbutamol et qu'il faut peut-être calmer un peu le jeu sur le salbutamol. Les causes fréquentes que vous allez croiser en service de déférence hémodynamique, ça va être la déférence hémodynamique sur le bloc septique. C'est le plus fréquent qu'on croise en service. L'autre déférence que vous allez croiser, c'est le choc hémorragique. Le choc hémorragique, c'est quand même beaucoup plus rare en service. On va le croiser lors d'extériorisation, surtout sur des chocs hémorragiques de cause hémorragie digestive. Et parfois, c'est un peu plus vicieux. On va le détecter un peu moins facilement cliniquement sur des saignements du psoas, des saignements internes. Quoi qu'il en soit, il y a un piège qu'il faut se méfier en service, c'est que lorsque vous êtes très aigu, il y a une absence d'hémodilution. Je m'explique. Le patient a perdu un litre de sang, vous faites une NFS directement, il a 12 hémoglobines, vous êtes rassuré. Vous faites l'hémoglobine 2 heures après, il a eu le temps de se diluer, il est passé à 5 d'hémoglobine. Méfiez-vous, en très aigu, vous n'avez pas cet effet d'hémodilution, et donc vous pouvez vous faire piéger par des saignements qui sont en fait vraiment sévères. Le fait de doser des lactates et faire un gaz, déjà vous avez l'hémoglobine sur le gaz qui peut vous aider, et en plus vous avez des lactates qui vont monter très vite dans le choc hémorragique. Donc, je vous invite, quand il y a un saignement massif, à faire facilement un gaz lactate pour vous aider à ne pas sous-estimer ces saignements qui sont sévères. Des cas un peu plus particuliers qui peuvent vous amener à raisonner au niveau hémodynamique et qu'il ne faut pas rater. Vous avez l'hypotension plutôt médicamenteuse. Alors, l'hypotension médicamenteuse, parfois, elle est voulue. C'est-à-dire que si vous avez un patient cardiopathe avec 20% de VG sous Entresto, ça peut être volontaire qu'il ait 62 PAM, une systolique à 80 ou 90, pour qu'il ait une post-charge très basse et permettre de faire fonctionner son VG qui est très mauvais. Donc, ce patient-là, vous allez voir, s'il fait bien pipi, s'il n'a pas de trouble microcirculatoire, qui vous parle comme d'habitude, qu'il n'a aucune défense d'organes et qui dit je suis comme d'hab, il n'y a probablement pas de raison de s'inquiéter, c'est ses tensions de base. Attention, il peut aussi accumuler ses antihypertenseurs sur l'insuffisance rénale, majorer son hypotension, et là c'est problématique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de patients sous Entresto qui ont des tensions très basses. Donc parfois, sachez les respecter sans trop vous énerver si jamais c'est ces tensions habituelles. En revanche, de l'autre côté, il y a la situation qui est très inquiétante. C'est le patient qui, lui, n'est pas hypotendu, mais par contre, il est extrêmement tachycarde. Ça, c'est un peu l'autre penchant, c'est-à-dire que cette fois-ci, le patient, sa tension, elle est normale, mais il est à 150 en tachycardie sinusale. Les patients très jeunes se présentent parfois comme ça en sepsis. Il y a 10% des sepsis qui se présentent normaux-tendus, et leur pronostic qui est moins bon parce qu'on les sous-estime, on les traite pas comme il faut, et ça part en choc septique. Méfiez-vous, lorsque la tension est normale, ce patient à 30 ans, 20 ans, il va tolérer très longtemps des mécanismes d'adaptation physiologique qui sont très forts, il va compenser avec une tachycardie. Si vous voyez un patient jeune, fébrile, très tachycarde, méfiance, il y a probablement une fuite capillaire qui est importante, il est probablement très déshydraté en intravasculaire. Ce patient-là, il y a probablement un intérêt à mettre en USC pour le suivre de plus près, et faites des lactates pour ne pas s'appeler des chocs septiques. Ça arrive régulièrement. Il est normotendu, il a 5 de lactate, c'est largement possible. Et en fait, c'est un choc septique normotendu, ça arrive. Mais il commence déjà à avoir des déférences d'organes et c'est déjà inquiétant. Donc méfiez-vous de ces patients jeunes qui sont faussement rassurants. C'est quoi les piliers thérapeutiques que vous allez avoir pour le sepsis et le choc septique? Vous allez avoir le remplissage vasculaire, l'antibiothérapie et puis bien sûr le transfert en soins critiques. Le remplissage vasculaire, donc c'est vous en service, vous allez l'initier avec 500 ml, avec 1 litre de remplissage. Et donc ce remplissage vasculaire, comment est-ce qu'on passe? On passe sur l'équilibre. Donc méfiez-vous pour les plus jeunes à ne pas prescrire un remplissage sur 6 heures ou sur 12 heures. C'est un remplissage qui passe sur 10 minutes, vous êtes dans la chambre, plus ou moins vous appuyez sur le pochon, le but c'est que ça coule vite et de voir l'effet directement de votre remplissage. Jusqu'où est-ce qu'on remplit? En service, c'est probablement pas à vous de répondre à la question. Mais en tout cas, les guidelines de 2026, elles vous disent que globalement,
vous pouvez remplir jusqu'à 25 à 30 000 kilos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adapte à la morphologie au poids du patient pour le remplissage. Et en tout cas, ce sera complété en réel. Et globalement, c'est une dose un peu indicative pour se dire qu'on s'est affranchi de l'hypovolémie. Globalement, c'est quoi le rationnel de ce remplissage vasculaire et pourquoi est-ce qu'on le fait? Lorsque les patients sont en sepsis, sont en choc septique, il y a plein de médiateurs inflammatoires qui sont libérés, il y a une fuite capillaire qui est monstrueuse, et globalement, ces patients sont très vides en intravasculaire à cause de cette fuite capillaire. Là, je vous présente une courbe de Frank Starling en 2 mots, pour pas rentrer dans les détails trop compliqués. Vous avez le volume d'éjection systolique du patient, c'est-à-dire son débit cardiaque, en fonction de sa précharge, c'est-à-dire de comment est-ce qu'il est rempli en intravasculaire. Au début, quand le patient arrive en choc septique, il est là. C'est-à-dire sur la partie gauche de la courbe de Frank Starling, il a un débit cardiaque qui est bas et il est vide. Quand vous faites un remplissage vasculaire, vous l'amenez directement ici. C'est-à-dire, très rapidement, comme il est sur la phase ascendante de cette courbe, avec peu de remplissage, vous optimisez son débit cardiaque, vous favorisez son éjection, vous restaurez la perfusion d'organes et très rapidement, vous l'améliorez. Donc en fait, le remplissage vasculaire, c'est une intervention thérapeutique en soi qui permet de corriger la défense circulatoire du patient, en partie bien sûr, et le fait d'augmenter le débit cardiaque augmentera aussi la pression artérielle systolique et parfois vous normalisez même la PAMA. Attention, en service, vous allez parfois tomber sur des patients qui sont cardiopathes, qui sont œdémateux, qui ont des petits crépitants et vous allez vous dire mince, j'ai peur de remplir mon patient parce qu'en fait, je vais le mettre en OAP. Le secteur extravasculaire, c'est probablement un mauvais reflet du secteur intravasculaire. Vous allez vous faire piéger. En fait, il a des œdèmes, mais ça n'empêche pas qu'il soit très vite dans l'intravasculaire. Et ce patient-là, il faut également le remplir. Donc, c'est pas parce qu'il y a des œdèmes qu'il faut ne pas le remplir. Si vous avez identifié le sepsis choc septique, il faut le remplir et vous améliorez son hémodynamique. Dans tous les cas, derrière, il ira en réa. Si vous êtes trompé, il y aura des gens qui pourront le diurétiser sans problème. OK? Donc, n'hésitez pas en tout cas à démarrer 500 mois de remplissage chez ce type de malade. Maintenant, l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, en quelques mots, c'est le concept des golden hours, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié la gravité, il faut que l'antibiothérapie soit instaurée dans l'heure de l'identification. Cette antibiothérapie, bien évidemment, elle est adaptée au foyer et elle est plutôt large spectre. Mon conseil, c'est de ne pas hésiter à utiliser les aminosides. Vous mettez juste un coup d'amiclin et instantanément, vous couvrez énormément de BGN que vous ne couvriez pas au préalable. D'où viennent ces recommandations de la Surviving Sepsis Campaign de Golden Hour et de inférieur à 1 heure? Ça vient d'un papier un petit peu ancien de 2006 qui était sorti dans ClipCare, qui identifiait qu'il y avait une relation linéaire entre le délai d'instauration d'antibiothérapie et la mortalité des malades. Le message étant que lorsque vous êtes dans l'heure ou dans les 2 heures, vous êtes là où vous faites perdre le moins de chance aux patients. Et par contre, lorsque vous êtes au-delà de 24 heures, bah là, la mortalité devient explosive. Donc voilà, le sepsis, c'est 10% de mortalité, le choc septique, c'est 40%. Donc le fait d'être dans ces golden hours, ça vous permet d'être là-dedans et de ne pas faire exploser le risque de mortalité. Un petit aparté, l'infection liée au cathéter. On en voit en fait énormément de patients de service qui arrivent en réanimation avec leur cathéter. Il y a beaucoup de patients avec des voies d'abord dans longue durée. Nous, chaque fois qu'ils arrivent sur un état grave septique, instantanément, on enlève la voie. Quand c'est le PAP, on se pose un peu la question. Quand c'est un PICC line, un midline ou EVC, on l'enlève directement. C'est pas rare que, même s'il n'y a pas de symptômes cliniques, en fait, cette voie soit en elle-même infectée. Il n'y a pas forcément de tunnélite, il n'y a pas forcément de douleur ou d'inflammation. Donc, il ne faut pas hésiter à l'enlever extrêmement rapidement. L'autre message clé là-dedans, c'est dans notre antibiothérapie débutée en urgence. Évidemment, vous mettez tous un antigramme plus nosocomial type Dapto. Par contre, parfois, vous ne mettez pas d'anti-BGL non fermentant ou un petit peu nosocomial. Et en fait, c'est important. Comme vous montre un papier qui est sorti en 2020 dans les bactériémies liées au cathéter, il y avait quand même 15% de mortalité. Donc, c'est régulièrement des infections graves. Et il y avait quand même 25% de BGL, avec notamment du pio à l'intérieur. Donc, globalement, le message, c'est n'hésitez pas à enlever les voies si elles sont suspectes, à essayer de précocement dépister les infections liées au cathéter, prélever les évoques dessus, etc. Et dès que vous avez identifié l'infection, couvrez les BGN et les grammes plus, parce que c'est pas rare qu'il y ait des BGN qui se cachent dessus. Dans les autres piliers du choc septique, j'ai dit, il y a le transfert en soins critiques.
Donc, pour transfert en soins critiques, il faut qu'il y ait identification de la gravité. Habituellement, l'identification de la gravité, en tout cas en France, dans même pas mal aux urgences en service, c'était basé sur le score du Quick SOFA. La Surviving Sepsis Campaign, elle vous dit qu'en 2026, le Quick SOFA, il faut probablement plutôt pas le faire et avoir un raisonnement un peu plus holistique sur le patient. Je m'explique, il y a plusieurs scores qui sont définis par la Surviving Sepsis Campaign, qui sont peut-être un peu complexes, mais en sortant un petit peu de ces scores, juste je vous ai mis le SOFA score là pour raisonner. L'idée étant que, en gros, le but n'est pas que de raisonner sur la respiration, le neuro et la tension, c'est de raisonner de manière générale. Je m'explique, un patient qui a été hypotendu une fois en service, vous l'avez rempli, vous avez normalisé la tension, vous regardez la bio, et sur la bio, il a pris 100 points de créate. Ce patient-là, peut-être que vous le trouveriez rassurant et vous le garderiez. En fait, il a déjà 2 points de SOFA, il a un delta SOFA à 2, il est déjà en sepsis. Le message est qu'il ne faut pas seulement regarder la tension, c'est la tension. Est-ce que j'ai mis de l'oxygène? Est-ce qu'il est un peu somnolent? Est-ce que la créate a augmenté? Est-ce que la bilirubine a augmenté? Est-ce que les plaquettes ont baissé? Avoir une réflexion un peu plus globale sur mon patient. Et parfois, la gravité, elle s'exprime pas que par la respiration ou par le neuro. OK? On l'a dit déjà, le sepsis, c'est 10% de mortalité. Donc, si vous avez la moindre arrière-pensée qu'il y a un sepsis, même si vous avez normalisé la tension, à mon sens, il faut quand même le proposer aux soins critiques. Et c'est le dernier message que je mets. Toute hypotension, même résolutive, dans un contexte septique, jusqu'à preuve du contraire, c'est un sepsis. Traquer les autres déférences d'organes avec le score SOFA ou de manière générale, essayer de raisonner sur les autres organes qui peuvent être atteints. Et moi, je vous conseille de contacter le réanimateur qui, globalement, doit accepter votre patient en USC, même si la tension est normalisée, en se disant qu'il peut s'aggraver dans les 24 prochaines heures. Il y a quand même 10% de mortalité. Je vais parler en 2 mots du choc hémorragique. Le but, c'est pas d'être hyper exhaustif. Et surtout, vous, le choc hémorragique, il n'y aura pas de prise en charge très spécifique que vous ferez. Vous allez surtout débuter une prise en charge du choc hémorragique, il ne faut pas aller trop loin. Le seul message que j'ai envie de dire, c'est qu'en service, quand vous l'avez identifié, il y a peut-être ces 3 piliers que vous pouvez démarrer avant de transférer le malade. Le premier pilier, c'est l'antagonisation. C'est-à-dire que si le patient est sous anticoagulant, vous pouvez peut-être déjà réfléchir à l'anticoagulation, à l'antagonisation et commander les produits. Et notamment, juste un petit rappel, les AOD et les HBPL s'antagonisent quand même, partiellement, mais vous avez des recommandations de la SPA et de la HAS qui vous indiquent que, au moins partiellement, vous allez les réverser. Donc, à mon sens, quand vous identifiez un saignement grave sous AOD ou sous HBPL, vous pouvez déjà commencer en service à commander les traitements qui vont antagoniser. Les transfusions, vous pouvez peut-être anticiper avec le groupage Le Rail et commander à l'EFS des CGR, mais c'est pas vous qui allez multitransfuser le malade. Et la dernière chose, le geste, c'est pareil, c'est pas vous qui allez l'encadrer, mais peut-être que déjà vous pouvez préalerter les radios interventionnels, préalerter les endoscopistes pour dire il y a une patate chaude qui arrive, est-ce que tout le monde peut être prêt? Voilà. L'idée n'est pas que vous preniez ça en charge, mais juste en mettant une première pierre, ça peut des fois faire gagner du temps hyper précieux sur le choc hémorragique. Maintenant, sur la respiration, donc, qui est-ce qu'on va essayer de transférer en soins critiques et qu'est-ce qui doit inquiéter sur la respiration? Donc, pour les plus jeunes, les signes de détresse respiratoire, c'est un peu évident. Mais en tout cas, ne vous faites pas faussement rassurer. Les patients qui ont peu d'oxygène et qui ont des signes de détresse respiratoire, qui utilisent leurs muscles accessoires et qui ont une fréquence respiratoire élevée, ces patients-là sont graves. On peut avoir un litre d'oxygène et être en détresse. Sa détresse, c'est en soi une gravité qui nécessite d'être surveillée en soins critiques pour comprendre ce qui se passe. Je vous conseille de faire un gaz du sang, et ça va aussi démaquiller une autre chose. Les patients qui ont des signes de détresse très marqués sans oxygène, parfois, en fait, c'est une compensation respiratoire du métabolique. Et en fait, vous faites le gaz et le patient il a 10 de lactate. 10 de lactate pour une raison X ou Y, la metformine, etc. Et en fait, il compense son acidose avec sa fréquence respiratoire. Donc, ne vous faites pas piéger. Une détresse respi un peu nue peut cacher une acidose respiratoire que le patient cherche à compenser. L'hypoxémie, là, c'est vraiment pour les plus jeunes parce que les autres, vous le savez. L'hypoxémie, globalement, en service, peut rester jusqu'à 4 litres d'oxygène. Lorsqu'on monte au-delà de 4 litres, ça témoigne d'une gravité. Il faut aller en soins critiques. Il y a besoin de systèmes humidificateurs un peu plus perfectionnés. On a des masques, on a plein de choses. On a potentiellement le petit flot. Donc, au-delà de 4 litres en service, c'est sûrement trop grave pour rester en service conventionnel. Bien sûr, la cinétique d'apparition, tout le tableau qui va avec va vous aider, mais globalement, plus de 4 litres, plutôt soins critiques.
à moins que le patient ait 3 lignes d'OLD, mais globalement, c'est pas le plus fréquent. Pourquoi aussi est-ce qu'en soins critiques, on peut gérer un peu mieux l'hypoxémie? À partir du moment où le patient a le masque moyenne concentration, dont on propose l'Optiflow. L'Optiflow, en quelques mots, parce que vous entendez beaucoup parler, c'est devenu très à la mode avec le Covid et très à la mode depuis l'essai Floralie de 2015. L'Optiflow, c'est une technique qui permet de ventiler les patients avec des canules nasales à 100% des FiO2 avec un débit jusqu'à 58 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le patient a une ventilation minute qui est énorme pendant la détresse, l'Optiflow lui permet d'avoir 100% sur cette ventilation minute. Il y a un petit effet PEP et surtout, il y a un système humidificateur et chauffeur des gaz comme une ventilation invasive qui permet d'avoir un système mieux toléré et plus physiologique. Cette étude elle est extrêmement sexy en 2015. Il y a probablement des biais parce qu'il comparait des patients avec de la VNI, du masque et l'Optiflow, alors qu'on sait que la VNI, ça rend pas service au malade sur l'hypoxémie. Mais bref, tout ça pour dire que l'Optiflow, ça peut aider vos malades quand vous les transférez en soins critiques. Et il y a un petit peu une déviance de l'Optiflow qui parfois apparaît en service conventionnel, notamment en pneumologie. C'est quand même une technique qui est risquée et c'est quand même une technique qui est l'antichambre de la réanimation. Donc, cette pratique de mettre de l'Optiflow en USC ou en service conventionnel, elle est un peu dangereuse parce que s'il y a besoin d'intuber le malade, ça va être un petit peu compliqué. Là, c'est vraiment pour les plus jeunes. Une autre raison d'être transféré en soins critiques, c'est l'hypercapnie. Donc là, c'est vraiment pour les plus jeunes internes. Globalement, vous ne raisonnez pas que sur l'hypercapnie, vous raisonnez aussi sur le pH. Le patient qui a un pH normal, a des bicarques augmentés, la situation elle est chronique. C'est un effet espace-mort, souvent chez le BPCO, qui est chronique, qui est toléré. Ces patients-là, ils sont souvent ventilés au long cours. Le seul truc qu'il faut dire, c'est amenez bien votre machine à l'hôpital et vous ferez la veille l'histoire et basta. Ça valide domicile. En revanche, le patient qui a une acidose hypercapnique, là on est dans de l'aigu, là on est dans une inadéquation, soit l'effet espace-mort est majoré, soit carrément c'est une hypoventilation alvéolaire, il est en train de s'épuiser, là c'est une urgence vitale, et là ces patients-là, ils doivent aller en réanimation. Il y a un cas particulier qui est intéressant parce que vous voyez énormément en service, et nous aussi on en voit énormément, c'est l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon, la physiopathe en quelques secondes, c'est une maladie du cœur gauche. C'est-à-dire que c'est purement une défense du cœur gauche à pomper. Cette maladie du cœur gauche, elle a pour conséquence l'œdème alvéolaire interstitiel. Pourquoi est-ce que le cœur gauche est en galère? Il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la surcharge volémique. C'est souvent le sub-OAP, le patient qui, sur des jours, se surcharge progressivement en eau, à décrépitant, à 2-3 litres d'O2 et à une orthopnée. Cette surcharge volémique, elle est facile à traiter, ça se traite par un USB. La surcharge qui est un peu plus embêtante en service, c'est la surcharge prévisionnelle. C'est-à-dire que ce patient, en fait, il fonctionne sur des post-charges plutôt basses, 110, 120 systoles. D'un seul coup, à l'occasion d'une infection ou d'un événement XY, il passe à 200 systoles. Le VG se fait mettre au tapis par la post-charge et tout le sang stagne en amont et vous avez un œdème interstitiel qui apparaît. C'est plus compliqué à traiter. En service, en tout cas, c'est pas très adapté. C'est les OAP très aigus, très violents, avec une grosse oxygénorequérance et une grosse détresse. Et là, les armes pour les battre, c'est le résorbant et la pression positive. Dernier petit détail, il y avait une option thérapeutique à une époque qui était discutée en service, c'était la morphine. Dans les recommandations de l'ESC de 2021, la morphine est sortie des recommandations, elle est déconseillée. La morphine, elle a une visée vasodilatatrice véno-artérielle, elle a une visée eupnéisante, surtout, elle risque de majorer l'intubation précoce. Donc, en réanimation, pour calmer le patient, pourquoi pas, on est prêt à intuber. En service, on est moins prêt, on n'a même pas de ventilation mécanique, donc il ne faut pas le faire. OAP surcharge volumique, comment est-ce qu'on peut prévenir ce problème? Eh bien, pour prévenir ce problème, il faut essayer d'arrêter de noyer les patients en service. Non, blague à part, en service, il y a un petit piège, c'est qu'on a tendance à hydrater beaucoup les patients. Quand ils boivent peu, quand voilà, pas trop accès à la boisson, tout ça, il fait chaud, on les hydrate. Attention, tous les fluides que vous leur injectez, les patients notamment âgés risquent de les mettre dans le poumon. Donc les hydratations, quand on les prescrit, il y a une rhabdolyse, etc., ça a du sens, mais on les borne, on évite de mettre trop de fluide et on tente de les rationaliser le plus possible. L'autre risque, c'est les transfusions. Le seuil transfusionnel, c'est 7. Parfois, il y a des transfusions un petit peu plus libérales, à des seuils de 7, 8, 9.
Méfiance, parce que l'OAP post-transfusionnel, c'est quand même ultra fréquent. Si vous avez à transfuser le cardiopathe, vous passez la transfusion sur une durée plus longue, vous l'encadrez par du Basilix, en tout cas, méfiez-vous de cette chose-là. L'autre méfiance, c'est les diurétiques. Les diurétiques en service, notamment quand ils sont à forte dose, on a tendance à les arrêter parce qu'il est un peu hypotendu, parce qu'il est un peu sec, etc. En réalité, le patient cardiopathe, notamment cardiopathe sévère, les diurétiques, c'est son mode de fonctionnement basal. C'est-à-dire qu'il a un défaut de rétrocontrôle, un défaut d'homéostasie, il a besoin de ces diurétiques. Parfois, il a besoin de 120 mg de Lasix-Péros pour faire pipi normalement. Donc, si vous coupez ces diurétiques, il va se surcharger instantanément, donc méfiez-vous de ne pas les enlever, on va dire, à tort. Et attention, à moins que le patient soit franchement hypovolémique, les diurétiques sobléthésiques ne sont plutôt pas hypotenseurs. Donc globalement, le Lasix, c'est pas lui qui va majorer l'hypotension si le patient en a besoin et que c'est un cardiopathe chronique. Par contre, peut-être suspendre l'iosémolantrestos qui est pour l'hypotendu. Je pense que ça peut être pas mal aussi de peser régulièrement les patients en service pour éviter la surcharge qu'on capte 2 semaines après, un poids de temps en temps, comme ça on voit un petit peu s'ils prennent du poids, et notamment se méfier des cardiopathes diastoliques. C'est-à-dire que le patient qui a 20% d'FEVG, tout le monde est en alerte et tout le monde sait que ce gars-là, il a un risque de passer en OAP. Par contre, la petite mamie qui a de la FA, des oreillettes monstrueuses et qui a une FEVG préservée, on y fait moins attention. En fait, celle-là, elle est autant à risque que cardiopathe systolique de patient en OAP. Donc, chez les cardiopathes diastoliques, qui ont dans leur traitement de base, du basique, etc., eux aussi sont très à risque de passer en OAP, donc il faut s'en méfier. Maintenant, sur la surcharge pressionnelle, là, pour le coup, vous n'avez pas beaucoup d'aide pour vous en prémunir. Et donc, c'est pour ça qu'on les transfère en soins critiques, pour pouvoir les guérir à ce moment-là. On a 2 piliers thérapeutiques. On a la ventilation non invasive et la CPAP. En quelques mots, c'est quoi le fonctionnement? En quelques mots, lorsque vous générez une pression intrathoracique positive avec votre CPAP ou votre VLI, eh bien, en fait, vous allez pénaliser le ventricule droit, mais vous allez aider le ventricule gauche. Vous allez baisser sa post-charge et baisser sa pré-charge, et tout ça, ça va faire qu'il sera très content, il pourra mieux éjecter, ça va très rapidement guérir le malade. L'autre chose, pilier thérapeutique important que vous pouvez déjà commencer en service, c'est le Risordon. Le Risordon, il est bien recommandé et toujours dans la recommandation de l'ESC, même en prise en charge initiale dans le service. Et donc, vous débutez avec une titration de 2 mg, vous mettez le pouce en relais, vous l'envoyez en soins critiques. Parfois, les patients, ils arrivent guéris. C'est-à-dire qu'en service, il avait 10 litres, vous êtes passé de 220 systoliques à 110 de systolique, le patient, il arrive en réa, il a déjà un litre d'O2. C'est un peu miraculeux, mais le fait d'effondrer la post-charge, vous pouvez déjà guérir le malade assez rapidement, c'est un déterminant principal. Un petit cas particulier sur les détresses respiratoires, une pathologie un peu spéciale, c'est l'asthme. L'asthme, parfois, vous êtes un petit peu aux urgences ou en service, un peu faussement rassuré, alors qu'il faut plutôt pas l'être. Le message est que c'est des patients qui sont pas oxygéno-requérants et qui ont des signes de détresse. À partir du moment où un asthmatique n'arrive pas à vous parler, il y a un silence auscultatoire, il a ne serait-ce qu'un litre d'oxygène, ou sur le gaz, il est normocapnique, c'est déjà un problème. Donc, ça arrive des fois que les patients aux urgences, la capnie est normale, on est faussement rassuré, on se dit bon, c'est bon, en fait, ça se passe bien. En fait, il est censé être très, très hypocapnique. Donc, s'il est normocapnique, il est probablement déjà en train de s'épuiser, c'est déjà grave. S'il a ne serait-ce qu'un litre d'oxygène, c'est déjà très inquiétant aussi. Donc, en gros, vos asthmatiques, la détresse, on s'y attend qu'ils puissent en avoir un petit peu. À partir du moment où on instaure de l'oxygène, où ils ont une capille normale, on est tout de suite très inquiet et il faut les présenter aux soins critiques très rapidement. Le risque de les faire traîner, c'est que ce sera intubation en catastrophe quand on s'y attend pas. Autre défaillance que je voulais aborder, on en a déjà beaucoup parlé, c'était l'épilepsie, la défaillance neurologique. En allant beaucoup moins dans les détails et très rapidement, là on va faire hyper simple, ça va plutôt être une définition, on va dire, opérationnelle de l'état de mal, et quelques petits messages pour vous. L'état de mal épileptique, votre but c'est d'identifier la crise. En général, il n'y a pas trop d'enjeux. Là, je parle bien sûr des crises cloniques, pas des crises plus compliquées dont on a parlé, qui sont difficiles à diagnostiquer. Dès que vous identifiez la crise, un message important, c'est la glycémie. En réalité, c'est pas rare que les patients arrivent en réa, ils n'ont pas une glycémie. C'est un mécanisme assez rare, l'hypoglycémie, mais si jamais il était en hypoglycémie, il arrive en réa, il est déjà grillé du cerveau. Donc, essayez de le détecter tôt, parce qu'il y a vraiment un enjeu thérapeutique. Ensuite, c'est la définition opérationnelle. Le patient a des clonies qui se prolongent de plus de 5 minutes. Vous avez la définition opérationnelle de l'état de mal. Vous mettez 1 mg de Rivotril.
Si jamais ça n'a pas cassé les crises, vous attendez de nouveau 5 minutes et vous refaites 1 mg de Rivotril pour essayer de casser les crises. Si jamais vous n'avez pas réussi à casser les crises, en général, ce n'est pas vous qui allez l'instaurer, mais c'est le traitement de deuxième intention. Nous, c'est vrai que comme le docteur Young le disait, nous, on est assez Keppra avec 40 et 60 mg kilo et c'est assez efficace, c'est des très grosses doses. Donc, comme je disait, on n'est pas sur du 500, on est sur du 3 à 4 grammes. Le message de cette diapo, c'est lequel? Le message de cette diapo, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de patients qui reçoivent du Rivotril un peu à tort, pas forcément parce qu'il y a un problème sur le diagnostic de l'épilepsie, mais parce que les gens sont un peu paniqués et ont fait trop tôt le Rivotril. Donc, quand on regarde les mots des médecins ou même du SMUR, en fait, au bout de 1 ou 2 minutes, ils ont eu une fois du Rivotril, puis 1 ou 2 minutes, 2 fois du Rivotril. C'est quoi le risque? C'est qu'en fait, vous mettez les patients dans le coma. Une fois que les patients sont dans le coma, parfois, ils sont quand même très profondément dans le coma avec le Rivotril. Ils inhalent un peu, ils obstruent un peu, on est obligé de les intuber. Ça leur rend pas forcément service, et une fois qu'ils sont intubés, c'est plus compliqué en plus d'interpréter l'épilepsie, etc. Bref. Donc tout ça pour dire que le Rivotril, il ne faut le faire que lorsque vous avez la durée opérationnelle qui est prévue par les guidelines de 5 minutes, et il faut plutôt attendre et être un petit peu calme. L'autre chose, c'est si le patient ne crise plus, vous avez 2 secondes pour attendre, c'est un peu attendu qu'il soit dans le coma après le Rivotril ou qu'il ait un peu de post-critique. Si vous n'êtes pas à l'aise, ce qui est tout à fait compréhensible, il faut le mettre en USC et on surveillera. Par contre, refaire du Rivotril en se disant ah mais c'est peut-être un état de mal larvé, peut-être qu'en fait il bouge pas parce que en fait c'est encore de l'épilepsie, vous mettez une deuxième fois le Rivotril et là c'est sûr qu'il sera intubé. Donc nous on a l'habitude de les surveiller à l'USC et de ne pas être trop interventionniste et de se donner un peu de temps. Donc si jamais ils sont en coma, il faut plutôt pas refaire de Rivotril et les proposer en surveillance simple. Ok? C'était les papiers que vous a déjà présenté le docteur Young. En 2 mots, il y a 2 essais qui permettent de définir un petit peu les molécules. Le premier essai, il montrait que le clonazepam, c'était une benzo assez efficace pour l'urgence en intraveineux. Et le deuxième essai, il comparait les molécules de deuxième intention. Donc vous avez le Keppra, la phosphonitoïne et le valproate. En pratique, le Keppra est assez simple d'utilisation et assez facilement disponible sur les hospices. Mais en tout cas, c'est les 3 molécules que vous avez qui sont équivalentes d'après cet essai du New England. La dernière situation que je vais aborder avec vous, qui est hyper fréquente en service, c'est la situation de la douleur thoracique. La douleur thoracique aiguë, pour être très trivial et pour les plus jeunes, c'est quoi? C'est une clinique pour raisonner, est-ce que le patient a des facteurs de risque? Et surtout, quelle est sa sémio? Parfois, on a l'impression que les personnes n'interrogent pas forcément très profondément la douleur thoracique. En réalité, la sémio, elle dit énormément d'informations et c'est surtout elle qui caractérise la douleur typique et qui nous fait vraiment acheter l'infarctus ou pas. L'électrocardiogramme, il est très important. Et la tromboninémie, si vous y croyez vraiment, vous la faites et vous la cyclez. Si vous êtes un peu précoce, c'est intéressant de contrôler H2. Donc ça, c'est un peu le paradigme de raisonnement de base. Maintenant, je vais vous montrer 2 situations, une qui est rassurante et une qui en fait est très inquiétante et qui parfois piège les personnes. La situation rassurante, en fait, c'est plutôt le scale type 2. Vous voyez le malade, en fait, le malade il est un peu âgé, en fait, le malade il est un peu infecté, il a un peu d'insuffisance rénale, de sang CRP, il a une pyopathie, il a, comme tout malade un peu âgé, il a un peu coronaropathe, mais il n'a pas de facteur de risque monstrueux, et surtout cette hémio douloureuse, soit il n'y a pas de douleur, soit c'est un peu foireux. Vous faites le CG, il n'est pas franchement modifié, vous modifiez comme le sont chez les patients âgés, mais en tout cas il n'y a pas de stémie, et vous faites les trompos, et malheureusement elles sont positives. Elles sont à 100, elles sont à 200, vous êtes un peu emmerdé, vous dites merde, est-ce que en fait, ces trompos, quand elles sont élevées, vous les cyclez à H2. Si la tropo n'expose pas, si la douleur elle est très atypique, si en fait la sémiologie ne correspond pas, en fait c'est purement une inadéquation entre le besoin du myocarde qui est un peu trop stimulé et la capacité du réseau coronarien du patient à lui apporter. Et en fait, c'est purement du fonctionnel. Il n'y a pas de geste de revascularisation macrovasculaire à faire et on est très à l'aise. Bien sûr, ça ne mange pas de pain d'en parler à le psychologue si vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas une situation où il va le mettre au cath lab. Par contre, cette situation, elle est beaucoup plus inquiétante. La situation de l'angor instable. Cette situation-là, on est souvent rassuré à tort. La clinique, le patient il a des facteurs de risque cardiovasculaire, il a une sémiologie qui est typique. Là, pour le coup, il a une sémiologie qui est typique. Il décrit vraiment typiquement ça. Il y a des mois, c'était un angor d'effort.
Et là, depuis quelques jours, en fait, il a mal dans son canapé, il a mal quand il est allongé, etc. Ça, c'est un syndrome de menace, c'est-à-dire une plaque instable qui risque vraiment de lui créer un STEMI. Vous faites le CG, il n'est pas forcément modifié ou des signes ischémiques qui sont légers. Vous faites les tropos, il n'y a pas de tropos. En fait, ce patient-là, sur le papier, il est rassurant. En réalité, juste sur la sémiologie de la douleur thoracique, il est très inquiétant. Et ce patient-là, quand vous en parlez au cardiologue, l'angor stable qui devient instable, ils sont très inquiets et ils le prennent souvent en cardio et il va souvent au cath lab dans les 24-48 heures. Donc méfiez-vous, la sémiologie de la douleur thoracique, elle est hyper importante et malgré l'absence de tropo et de CG, c'est vraiment un marqueur majeur pour vous dans le raisonnement. Maintenant, pour finir, deux petites situations de CG pour vous aider un peu à raisonner. Il y a cette situation-là, qui est une situation un peu piège. C'est une situation pareille d'angor instable. Donc, il y a le patient qui a des douleurs un peu qui fluctuent, qui vont, qui viennent. Vous faites le CG et vous voyez ça, vous dites, bon, je n'ai pas de truc monstrueux. Et en fait, ça, c'est le CG du syndrome de Wallace. Donc, c'est la menace de l'UVA, c'est-à-dire qu'il y a une plaque sur l'UVA qui est sur le point de se décrocher et qui va provoquer un infarctus assez costaud. Quand vous voyez une onde biphasique de V1, V3, chez un patient qui décrit des douleurs qui sont assez typiques, des ECG qui fluctuent, des douleurs qui fluctuent, méfiez-vous, c'est une menace de l'IVA, et même s'il n'y a pas de tropo, ça pareil, c'est un patient qui rend coraux dans les 24-48 heures. Donc attention, c'est un peu un ECG typique, et des douleurs qui sont fluctuantes et qui sont assez caractéristiques. L'autre piège ECG, c'est compliqué de raisonner chez les patients qui ont des blocs de branche. Donc, quand mon patient il a un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droit, je me dis, bah, en fait, je m'attends à ce qu'il ait un sub-décalage ou un sous-décalage. Je m'attends à ce que la représentation elle soit ininterprétable. Donc, en fait, je m'en fous un petit peu. En fait, on se dit, je m'en fous un petit peu. Finalement, il y a des critères qui ont été définis qui s'appellent le critère de Scarbosa, qui vous permettent de vous aider un petit peu à raisonner face aux patients qui ont des blocs de branche. En théorie, il doit y avoir une discordance à l'ECG, c'est-à-dire lorsqu'il y a un QRS positif, il y a un sous-décalage du segment ST, une onde T négative. Lorsqu'il y a un QRS qui est négatif, il y a un sub-décalage du segment ST et une onde T qui est positive. Si jamais vous perdez cette discordance, comme là c'est présenté dans l'ECG, le patient a un QRS positif et un espèce de petit sub-décalage, c'est très inquiétant, c'est un équivalent de STEMI. De la même manière, si jamais cette discordance elle est monstrueuse, vous avez un sud-ST qui est énorme, ben, c'est probablement quand même pas approprié à son bloc de branche. Donc méfiez-vous, même avec un bloc de branche, vous pouvez raisonner un petit peu sur cette discordance et savoir si c'est un paramètre inquiétant ou pas. Voilà. Merci de votre écoute et j'ai tout ce que j'avais à dire.